Donc bonjour à tous, merci d'assister à cette pause pédagogique au cours de laquelle on va s'intéresser à la professionnalisation. Juste avant de débuter, donc je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à vous connecter sur WooClap à l'adresse qui est indiquée, je ne sais pas si tout le monde la voit. Juste derrière nous, ça servira un peu ultérieurement dans quelques minutes. Donc voilà, s'il y a besoin de réafficher l'adresse tout à l'heure, on le refera. Hop. Et voilà. Donc moi je suis Racha Onesi, je suis étudiante au Master 2 de Pédagogie des sciences de la santé et à côté de ça je suis médecin généraliste et je laisse mon collègue se présenter. Xavier Brichy, étudiant au Master 2 en Pédagogie des sciences de la santé et cadre formateur au centre hospitalier de Haguenau. Donc là on va travailler aujourd'hui à partir d'un article dont vous avez le titre affiché en anglais mais qui globalement s'est intéressé un petit peu à créer une sorte de checklist des comportements, donc ce qu'ils appellent bad behaviors, des mauvais comportements, des comportements qui manquent de professionnalisme chez les étudiants. Ils se sont un peu intéressés à voir s'il y a des nuances, donc on va commencer tout de suite. Les objectifs qu'on souhaiterait atteindre, ou en tout cas ça serait de définir le professionnalisme, de décrire la méthode qu'ils ont utilisée qui est le policy capturing et découvrir et analyser donc un outil de repérage des comportements manquant de professionnalisme. Donc pour ce faire, première question, et là si vous êtes connecté vous allez pouvoir répondre dès que Racha aura lancé le WooClap. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est que le professionnalisme? Et donc sur vos téléphones, vous devriez voir apparaître que vous pouvez répondre, et vous pouvez répondre autant que vous voulez. Donc normalement, vous allez pouvoir répondre par des mots, il n'y a pas forcément de limite de mots, et puis les réponses elles vont s'afficher au fur et à mesure, et on travaillera à partir de là. C'est ça. Ouais, ça a coupé le vidéo pro. Ah. Ben attends, on va réalimer celui-là. Voilà. C'est parce qu'en fait, quand on appuie sur le bouton, ça fait fin de séance. Ah. Merci. Continue, ça ne marche pas. Bah, si vous avez encore... comme ça, on peut faire. Super. Non, il y a vraiment que... Je pense que j'ai grillé le truc. Et en descendant, il y a... tu l'avais descendu sur les adapteurs, un truc comme ça. Voilà. C'est pas mal. Là, c'est bon, ça sert à rien. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, bah, dès que ça réapparaît, on vous propose de... Hop, on va... Ok, très bien. Alors, bon, la luminosité n'est pas encore au top. On va vous proposer d'arrêter là. C'est déjà très très riche. Merci beaucoup.
Donc on voit que j'ai aperçu tout à l'heure, j'avais trouvé ça assez intéressant. C'est compliqué, effectivement, c'est pas forcément évident de définir le professionnalisme. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui peuvent être assez différentes. Avec mais notamment, je vous propose juste qu'on stabilise le diapo, s'il vous plaît. Et donc, voilà, on voit que ça a un rapport avec des compétences, mais aussi des valeurs, une culture, une attitude adaptée, la notion de posture, des comportements, une qualité de travail. Donc on voit que c'est quelque chose de très très riche. Ça renvoie à beaucoup d'éléments et qui, selon les personnes, on voit que ce qui prédomine dans le professionnalisme n'est pas forcément toujours équivalent, même si on peut faire des recoupements. Une qu'on voit peu sur le diaporama, qui était l'identité professionnelle, et ça va renvoyer en particulier aussi à l'article après. Et dans la professionnalisation, en s'appuyant sur ce qu'on a pu entendre à la conférence il y a maintenant quelques mois de Marie-Lou et Lille, elle parle d'un triptyque qui est la compétence, l'identité professionnelle et la culture professionnelle. La compétence qui est ce savoir-agir complexe en situation. L'identité professionnelle qui est une dynamique par rapport à soi, par rapport à un groupe ou à la société. Et la culture professionnelle qui est les normes, les valeurs, les codes de la profession. Donc, deuxième bootclap, où on vous demande cette fois les caractéristiques d'un professionnel de santé que l'on peut dire professionnel. Et donc en fait, un peu comme les auteurs de l'article, on va vous demander de vous intéresser un petit peu plus à ce qui pour vous constitue en fait l'ADN du professionnel, de son identité en tant que professionnel. Hop, je vous le réaffiche. Allez-y, vous avez, voilà, on se laisse 1 ou 2 minutes, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a encore, il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de choses à dire, ou est-ce qu'on peut vous proposer d'arrêter là et de commencer à travailler à partir de ce qui est déjà affiché? Donc comme précédemment, si vous voulez bien, on va, si vous pouvez éviter de rajouter des choses au fur et à mesure, puisque ça fait bouger, vous l'avez remarqué, en fait, le bootclap qui permet au fur et à mesure que vous rentrez des termes, ceux qui reviennent le plus souvent apparaissent en plus grand. Et donc vous voyez, ça se réagence un petit peu en permanence en fonction de ce qui revient, donc c'est assez intéressant de voir un peu ce qui fait consensus. Et donc du coup, là par exemple, on voit que ce qui ressort, c'est respectueux, la notion de respect, de bienveillance, d'être attentif à l'autre, de posture. De donc comportement adapté, qui est... Oh, je vais faire sans micro, pardon. De comportement adapté, donc qui est vraiment en lien du coup avec ce que nous à vous proposer dans le sens inverse et ce que propose l'article, et plusieurs types de comportements en tout cas à avoir ou avec le patient ou avec ses pairs et ses collègues.
Donc on va travailler là-dessus tous ensemble. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions déjà sur ce qui a été abordé ou Très bien, on va continuer. Donc, dans l'article, les auteurs proposent plusieurs éléments. Donc, pour eux, ils décrivent le professionnalisme initialement comme une constellation de caractéristiques personnelles. Et notamment parce que eux, ce qui les intéresse comme point de travail, c'est notamment l'identité professionnelle. Et donc, vous voyez, il y a plein de choses que vous aviez fait ressortir, avec notamment par exemple le développement personnel, ça on avait pu le voir, l'intégrité, le fait d'être honnête, c'était ressorti dans vos contributions, le respect et la compassion, donc qui peut parfois faire lien avec l'empathie. Donc vous voyez, voilà, pour eux, toutes ces caractéristiques-là ensemble contribuent à décrire le professionnalisme. Si vous le voulez bien, on va s'intéresser un petit peu plus maintenant au cadre théorique de l'étude, comment ils ont construit en fait leur outil. Et donc, eux, ils ont fait une revue de la littérature à travers laquelle ils ont essayé de répertorier tout un tas de comportements. Ils en ont élaboré, vous voyez, beaucoup de comportements, de types de comportements professionnels qu'ils ont répartis, qu'ils ont essayé de rassembler par ce qu'ils appellent des sous-catégories, donc des familles, et puis eux-mêmes regroupés dans des dimensions de comportement, et qui renvoient à, donc vous avez les dimensions qui sont affichées ici, donc qui renvoient un petit peu à certains éléments du modèle de professionnalisme, enfin de la définition de professionnalisme qu'on vous a projeté juste avant, donc typiquement l'intégrité, le fait d'assumer ses responsabilités, pouvoir travailler en équipe, d'être centré sur le patient, gérer le stress, l'aspiration à l'excellence et l'application professionnelle. À partir de là, en fait, ils ont décidé de faire la démarche ensuite opposée. Ils ont demandé à des gens de convertir tous ces comportements à formulation positive, ce qu'on attend en fait d'un professionnel, en quelque chose de négatif. Et il y en a un petit peu moins, puisqu'en fait, formuler négativement, il y en avait certains, c'était exactement la même chose. Donc ils ont réduit à 70 comportements de formulation négative sur le plan du professionnalisme. Puis vous allez me dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Et on trouvait assez intéressant de vous présenter leur méthodologie, puisque en fait, vous avez répondu à ce questionnaire, et petite interrogation, est-ce que vous avez trouvé que c'était quelque chose de facile déjà de déterminer un petit peu par rapport au comportement qu'on vous avait proposé? Est-ce que vous avez pu très facilement établir si c'était gênant ou pas et à quelle fréquence, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé de vous creuser la tête? Moi, ça a nécessité que je réfléchisse, que je prenne vraiment le temps de réflexion à chacune des questions. J'ai pas pu y aller comme ça. Peut-être un peu plus aisément à la fin. D'accord. Juste sans aisément, tu dis à la fin parce que plus avais compris. Rapidement. Non, mais parce que du coup, tu étais habitué, j'ai envie de dire, aux items pense. ou aux situations, et tu savais un peu. Les deux, mon capitaine. Moi, j'ai toujours été en conflit entre mes propres représentations, mon vieil système de valeurs personnelles, et mon identité quand j'étais avec ma blouse. Ça m'a posé beaucoup de questions. Il y avait... Certaines oui, puis d'autres non. D'autres c'est plus complexe, et effectivement, les valeurs aussi avec... Ah tiens, ça, est-ce qu'on l'autolérerait ou pas chez un étudiant? Mais finalement, nous, est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait aussi, quoi? Et juste comme ça, pour savoir quels étaient ceux qui te posaient plus de problèmes dans ceux qu'on avait proposés, justement. Plus problème, celui-là notamment, l'étudiant festif. Je suis pas quelqu'un qui me voit, mais enfin, je suis jamais arrivée. Mais c'est vrai que ça m'a posé, je crois que c'est celui qui m'a posé le plus question. En tout cas, il y a un item où ça n'a pas vraiment posé de question, c'était l'histoire de remarques par rapport à une collègue, si je me souviens bien, donc une blague un petit peu sexiste sur le bord, tout ça, il n'y a pas à réfléchir, enfin, je veux dire, c'est clair, c'est clair et précis. Je crois qu'il y avait une remarque de Yamina, et puis après on va poursuivre. Moi, c'est la question de la récurrence qui m'a posé problème. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et des fois dans la formulation aussi, moi ça m'était pas, c'était la quantité. Je pense à l'exemple où il y a une question sur celle qui part en voyage et qui prend 5
ça, plus ça, plus ça, plus ça, et puis de la xylocaïne qui est un médicament, et puis différents trucs. Et là, je me disais, quelqu'un qui prend un paquet de compresses parce qu'il s'est blessé ou je sais pas quoi, et voilà, est-ce qu'on tolérerait la même chose alors que quelqu'un qui prend comme elle ça, plus ça, plus ça, plus un médicament? Là, j'étais plus en difficulté pour répondre. Mais merci beaucoup. Et dernière petite question avant de poursuivre. Est-ce que c'est des questionnements que vous vous êtes posés dans votre pratique de supervision d'étudiants? Vous avez été confrontés des fois à des situations similaires et puis vous vous êtes demandé ce qu'il fallait en faire. Est-ce que ça vous arrive dans votre pratique de superviseur? C'est quelque chose qui a fait sens. Oui, mais ça m'est arrivé pour l'alcool, justement. Ouais. Et comment vous avez évalué ou comment vous êtes comporté après en tant que superviseur, justement? Alors, j'étais en supervision indirecte dans le sens où j'étais l'enseignante. J'ai fait le choix d'aller... Alors, j'avoue que je n'ai pas référé à ma hiérarchie, j'ai fait le choix d'aller lui parler en tant qu'individu. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas fait le lien avec cette notion de professionnalisme. Je suis vraiment allée sur l'individualité au vu du parcours personnel de cet étudiant et de sa vie privée que je connaissais par ailleurs. Très bien, merci. Oui, il y a en effet des situations singulières comme celle-ci, mais par ailleurs, quand on est dans un institut de formation, on a régulièrement des collègues qui viennent nous dire « Ah bah dis donc, tel étudiant, elle a tel comportement dans le préau, à l'extérieur de l'IPSI, je l'ai croisé en sortant de tel endroit, etc. etc. » Donc, ça pose la question de la frontière entre ce qui nous appartient à nous et est-ce que dans la sphère privée, est-ce que ça serait le reflet de quelque chose dans la sphère professionnelle? Voilà, ça soulève toujours des débats dans les équipes. Effectivement, c'est très très intéressant, donc c'est quelque chose que vous avez pu faire ressortir. Et où est la limite entre identité personnelle, identité professionnelle, sur le continuum Donc voilà, ça faisait partie des premières interrogations des auteurs. Comment est-ce qu'on détermine ben voilà, quand est-ce qu'on intervient vous l'avez fait ressortir avec cette question de fréquence où vous vous êtes dit oui, et donc vous faites ressortir très très bien que c'est un jugement qu'il est très difficile de porter, qu'il n'y a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément la même limite en fonction des situations et qu'il n'y a pas forcément de consensus, même s'il y a effectivement certaines situations, on va le voir. Donc voilà, par exemple, la deuxième situation qu'on vous avait proposée, avec une annonce d'un diagnostic difficile et où l'étudiant qui fait l'annonce diagnostique fait quelques arrangements avec l'exactitude du pronostic, du diagnostic, donc où on peut considérer qu'il y a un défaut d'honnêteté dans ce qu'on dit aux patients. Le 1, ça correspond, donc c'était le comportement qui vous inquiète dès la première fois. Et donc là, on voit quand même qu'il y a un consensus assez marqué. Voilà, donc ça c'est une situation, on pourrait se dire, bon, bah, globalement, en tant que superviseur, on peut présumer que la plupart des superviseurs vont réagir à ce moment-là. Alors que dans la deuxième, l'étudiant festif, mais c'est ce que vous disiez justement, là le consensus est beaucoup moins flagrant, puisque une partie considère d'entrée de jeu que c'est un comportement non professionnel, et on voit qu'à l'inverse, il y a le même nombre qui dit mais quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais un comportement non professionnel. Il peut en parler plusieurs fois en tout cas. Oui, j'ai l'impression aussi que pour moi, ce qui a joué, c'est le contexte. Dans la situation 2, on est face à un patient. La situation 1, on est en pause. C'est dans la vie privée, la situation. Tant qu'il n'y a pas d'impact sur le professionnel. Et c'est bien la nuance. Il y a monsieur. C'est juste une réflexion sur la situation numéro 1. Oui. On se passe quand même comme professionnel de santé, et donc dans une approche de prévention primaire des risques de santé. Et quand on a effectivement un adolescent ou une jeune personne qui, comme ça, reporte des états d'ébriété répétés, je dirais qu'on est dans notre fonction de professionnel de santé. On n'est même pas dans une situation de tuteur. Et on doit sensibiliser cette personne aux risques qu'il encourt, notamment d'addiction. C'est ce qui a dirigé ma réflexion par rapport à, effectivement, là on n'est plus dans une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est le risque est présent. Il faut sensibiliser à ce risque.
Bon, et on y reviendra juste après, justement. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça fait partie des choses qui ont été soulevées et qui entrent en considération, comme vous dites, pour des fois faire le distinguo entre un comportement dans la vie privée, mais le lien que ça peut avoir avec l'activité en tant que professionnel malgré tout. Et donc en fait, pourquoi ça nous paraissait intéressant de partager un peu leur méthode, c'est qu'en fait, donc, ce qu'on vous disait, on est là dans une notion de prise de décision. Quand est-ce qu'on considère qu'un comportement est suffisamment inquiétant et nécessite une remédiation, une intervention pour être modifié. Et donc sur des choses comme ça, un petit peu subjectives, où il n'y a pas d'algorithme prédéterminé, eux, ils ont décidé de proposer un questionnaire du même style que celui qu'on vous a envoyé, un ensemble de superviseurs ou d'enseignants uniquement en institution. Et ils ont fait tous les comportements, et pour chacun des comportements, on leur a demandé d'évaluer pour chaque fréquence le degré d'inquiétude qu'ils ont en une échelle en 4 points, qui est pas du tout inquiet, oui, enfin voilà, un peu sans opinion, quand même un petit peu inquiet et très inquiet. Et donc en fait, pour chacun des 70 comportements négatifs, ils ont pu établir 5 notes par comportement en fonction de la fréquence sur 4 points. Et donc ils en ont fait des moyennes pour chaque fréquence, qu'ils ont présentées un petit peu dans ce tableau. Et pour eux, en fait, cette méthode de policy capturing, ça permet par l'analyse statistique qu'on fait de l'analyse de cet algorithme de décision en quantité, ça permet d'en proposer une sorte d'algorithme un peu plus généralisé de décision, puisque c'est le nombre de décisions analysées qui permet de créer une sorte de consensus. Et donc vous voyez, donc là vous avez le nombre d'occurrences sur 6 mois, un peu comme on vous avait proposé, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et plus. Et donc 4 c'est le plus inquiétant. Et 3, ça nécessite quand même de s'en préoccuper. Et donc vous voyez qu'il y a tout un tas de comportements pour lesquels la note moyenne montrait que même si ça n'arrivait qu'une seule fois, on était quand même préoccupé, voire très préoccupé. Et que tous les comportements avaient une occurrence au moins de 2 ou 3 fois, donc là on n'a pas mis toute la liste des comportements, mais que globalement tous les comportements négatifs qui ont été proposés, au bout de 2-3 fois pour les superviseurs, ça nécessitait quand même de faire une remédiation. Et vous voyez notamment on a celui-ci, qui veut dire montre des signes évidents d'abus de substance, donc le binge drinking, un peu vous savez, c'est le fait de boire une grande quantité d'alcool en très peu de temps, les mésusages de traitements sur prescription, donc notamment tout ce qui est opioïdes, tout ça, et puis etc., usage de drogue, addiction. Et donc vous voyez que pour eux, donc c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Pour eux, c'est quelque chose qui pose problème dès la première fois qu'on le détecte chez un étudiant. Pour eux, ça relève d'un manque de professionnalisme. Et donc voilà, si on compare, on revient. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions quelles seraient vos interrogations à ce stade? J'ai une petite remarque. Est-ce que ces résultats, puisque tu disais que c'était une étude américaine, l'interprétation de ces résultats est forcément sous l'angle, sous le prisme de la culture dans laquelle... voilà, moi ça m'interpelle. Chez nous, on a plutôt la culture de la fête, etc. Donc, apparemment, ce sont des choses qui ressortent de façon assez prégnante. Que pensez-vous d'une telle étude en France, par exemple? Vous pensez qu'on aurait les mêmes résultats? Tu devances un peu la suite, mais c'est clairement une des... Non, mais c'est clairement une des limites de l'étude. Ils le reconnaissent aussi, même s'ils ont un grand panel, c'est une étude nord-américaine. Ils n'ont pas été vers d'autres cultures, donc ils le disent clairement. Et je pense que le coût de la consommation d'alcool, comme tu dis, on est un pays plutôt festif et où l'alcool est denrée courante. Et eux là-bas, c'est clairement quelque chose de très cadré. Donc clairement, ils le disent. Et on le voit avec d'autres situations quand on lit l'article,
ou entre autres celle-là qui est, je pense, très culturellement en France, c'est celle sur l'interprète. Et est-ce qu'on va prendre l'interprète ou pas? Et en France, ça reflète un peu, je pense, une pratique générale. Alors là, c'est vraiment empirique ce que je vais dire, où à tout le monde, on n'a pas appelé l'interprète, on s'est arrangé avec les gestes, la famille, et eux, très rapidement, c'est un comportement non professionnel, je pense que parce qu'ils ont une pluralité de cultures et la nécessité de comprendre le patient. Donc vraiment, ça joue ce côté culturel. Et c'est une des limites, et ils le disent clairement qu'idéalement, il faudrait étendre sur d'autres cultures pour comprendre au mieux ces comportements, en tout cas. Quel serait vous? Oui, j'avais une petite remarque sur la diapo précédente. Oui. La question telle que vous me l'avez posée, c'était plutôt quelqu'un qui déclare qu'il fait la fête et qui boit de l'alcool. Or là, le premier critère, c'est que, tel que je le comprends, c'est quelqu'un qui montre manifestement un abus de substance dans le cadre professionnel, ce qui n'est pas du tout la même manière. On l'avait rapproché un peu dans la même Mais je pense que les critères de l'ensemble de la table auraient été très différents et beaucoup plus en accord, par exemple, avec une question sur quelqu'un qui manifeste qu'il a bu de l'alcool avant de venir ou qu'il a fumé du cannabis. Et est-ce que ça, c'est professionnel ou pas? C'était un choix volontaire de notre part, mais parce que, et ça rejoint la remarque de monsieur tout à l'heure, où effectivement, est-ce qu'un étudiant qui se vante 5 fois par semaine d'avoir fait du binge drinking en fait 5 fois par semaine, est-ce que c'est pas non plus montrer un signe évident d'abus de substance? Puis, même si ça survient dans sa vie personnelle, c'est un étudiant qui est dans l'abus de substance. Mais on est tout à fait d'accord que on se doutait qu'on aurait plus de débats en présentant les choses comme ça, justement à cause de cette difficulté de trancher de la limite entre ce qui se passe sur le plan professionnel et ce qui se passe sur le plan personnel versus professionnel. Où est-ce qu'on met le curseur de son implication en tant que superviseur? C'est une question... Et on trouvait que c'était un peu l'intérêt de leur méthodologie, c'était d'essayer de voir s'il y avait une forme de consensus entre les différents superviseurs qui donc là sont un peu des experts dans leur façon de procéder, de juger. Donc, ce que tu dis est peut-être quelque chose de tout à fait partagé, et là-dessus, eux, ils expriment aucun jugement de valeur sur les notations attribuées par les experts. C'est juste un constat. Ils ont noté comme eux, en tant que superviseurs, réagiraient en fait, en fonction de eux, leur processus de jugement individuel. On en a fait des moyennes, et ça permet d'avoir une vision un peu globale, et de voir s'il y a un consensus sur les comportements, mais peut-être qu'effectivement, si on faisait exactement la même étude ici, on n'aurait absolument pas les mêmes résultats. Sandrine? C'est juste pour rebondir un petit peu sur les propos de Pierre. Dans ma pratique, j'ai déjà rencontré et observé en direct des comportements d'étudiants avec des yeux présentant des pupilles complètement dilatées, des étudiants titubant dans le couloir. Enfin, ce que je veux dire, avec des faits parfaitement observables. Notre réaction en tant que superviseur n'a pas du tout été la même que lorsque, en marchant dans le couloir, on entend un groupuscule d'étudiants qui relatent une soirée qu'ils ont eue d'anniversaire ou autre. C'est clair qu'on est complètement orienté en fonction du contexte. Et là, précisément, pour rebondir sur les propos de Pierre, entre l'étudiant dit qu'il et notre propre observation fiable, mesurable, précise, il y a une marge dans les réponses aussi, je pense. Et c'est ce qui fait toute la complexité, vraiment de la répartition des réponses. On voit que chacun a son curseur individuel, et en fait c'était tout le questionnement des auteurs initialement. C'est bon, on a tous son avis un peu individuel en tant que superviseur, mais concrètement, comment on justifie face à l'étudiant que là on intervient et pas avant, pas après? Quand est-ce qu'on remédie, quand est-ce qu'on signale aux autres responsables pédagogiques que là, tel étudiant, on considère quand même sur le plan de son développement d'identité professionnelle, on est inquiet, quoi. Enfin, et ça révèle toute la difficulté, parce que c'était un petit peu... dans notre teaser, c'était, vous savez, la discussion. Donc là, vous imaginez 2 superviseurs, un qui se situe plutôt dans cette colonne-là, et quelqu'un qui est là en disant « Oh, bon, ça va, il est étudiant, il fait la fête, en stage, ça se passe quand même bien ».
voilà, ça pose la complexité du débat si l'un dit à l'autre qu'il est inquiet, puis que l'autre lui répond bah non, pourquoi tu vas aller l'embêter? Et est-ce que ça, c'est des discussions que vous avez déjà pu avoir, des petits conflits, enfin des conflits ou des discussions que vous avez pu avoir dans votre pratique de superviseur avec vos collègues sur que faire d'un étudiant qui vous posait problème, où votre collègue vous a dit bah, pourquoi ça t'embête, on comprend vraiment pas en quoi ce comportement te gêne, ou inversement. Je pense qu'il y a une différence aussi entre l'étudiant et le professionnel installé. C'est-à-dire que ça fait, après, je parle peut-être pour la médecine, mais ça fait partie de la culture professionnelle de l'étudiant de boire, d'aller faire la fête, ce qui ne fait pas partie de la culture professionnelle du professionnel. Et donc il y a peut-être aussi cette difficulté-là où les gens vont dire c'est un étudiant, ça fait partie, il doit faire la fête, ce qu'on ne comprendrait pas de la part d'un collègue qui dirait la même chose. C'était justement le débat qu'on avait eu, c'est ce que je voulais dire, avec Madame Dorit, quand à un moment donné, effectivement, moi-même, j'avais un peu mélangé professionnalisation et professionnalisme, on m'a dit non, attention, le professionnalisme, est-ce qu'on peut parler d'emblée de professionnalisme pour un étudiant? Là-dessus, elle a été claire. Donc c'était de savoir déjà si dans l'étude, eux, ils avaient les mêmes distinctions ou pas, et juste éventuellement, est-ce que la définition du professionnalisme en Amérique et en France, est-ce que vous avez comparé, est-ce qu'elle était, vous ne savez pas si elle est identique, parce que c'est vrai que nous on n'a pas tellement d'aspects personnels dans celle qui est donnée en France. C'est plus des aspects professionnels vis-à-vis du patient, mais je crois que nulle part, enfin, si je me réfère à la définition dans le livre de Thierry Pellassia, c'est vrai qu'à aucun moment il y a du genre adopte un comportement personnel, je ne sais pas si j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que tu t'interroges sur l'importance donnée aux composantes de l'identité professionnelle qui peut être différente entre les États-Unis et la France? Parce que dans la première définition que vous avez donnée, il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup de choses effectivement à caractéristiques personnelles. Et j'ai l'impression qu'elle était un peu différente de celle. C'est le cadre théorique des auteurs. Eux, vraiment, ils se sont inscrits dans ce cadre-là. Et effectivement, peut-être qu'en faisant les choses sur une base de littérature française, on n'aurait pas identifié le même cadre théorique pour le professionnalisme et les composantes de l'identité professionnelle. Et donc eux, c'était vraiment inscrit dans ce cadre, eux, qu'ils ont fait à partir d'une littérature nord-américaine. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Pierre aussi, tout au départ, où il parle de la situation était un peu trop excessive quand c'est l'interne qui prend des traitements. Et tu disais, ouais, c'était le petit Doliprane. Sur le fond, en France, c'est monnaie courante. Or, les auteurs montrent que dès que tu te sers, dans la culture nord-américaine, de matériel à l'hôpital, c'est un comportement non professionnel pour eux. Donc vraiment, là, c'est un choc des cultures. Même pour nous, on était très... chez nous, c'est monnaie courante. Qui n'a pas pris un Doliprane dans l'armoire à pharmacie? Eux considèrent ça comme un manque d'intégrité. D'aller se servir dans la pharmacie de l'hôpital, pour eux, c'est un manque d'intégrité. C'est enlever des ressources à la structure et manquer d'intégrité professionnelle. Le système de santé n'est pas le même non plus. Oui, mais c'est culturellement. Hein. Enfin, c'est culturel, mais quand même en France, il y a un texte de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se servir à l'hôpital et que c'est un délit. Même une compresse, c'est un délit. Rachat n'avait plus les chiffres exacts du tarif, mais elle disait sur un petit hôpital, ça payait 2 infirmières quoi, en fait, à l'année. Mais même au-delà de ça, on n'a pas le droit. Tout à fait, et c'est là qu'on voit par exemple le gap du ce qui peut être communément admis dans la pratique, dans la culture professionnelle, dans la culture professionnelle et la culture de l'établissement, ce qui est admis et ce qui est prescrit officiellement. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des discussions très très intéressantes et c'est pour ça que le professionnalisme aussi, c'est un concept qui est difficile, c'est qu'on touche à beaucoup de choses comme ça qui pour beaucoup de gens relèvent de quelque chose de profondément personnel, de quelque chose qui a trait aux valeurs. Donc tout de suite, dès qu'on touche aux valeurs personnelles, des fois on a un peu l'impression de s'engager sur un terrain glissant. Et effectivement, c'est tous ces débats que vous avez, c'est extrêmement intéressant. Et c'est des questionnements qui ont été partagés par les auteurs et qui mettent en évidence. Et donc... Et ce qu'avait soulevé aussi Chloé, effectivement, sur cette notion de la culture professionnelle de l'étudiant, est-ce qu'elle est vraiment similaire? Puisque là, effectivement, ce sont uniquement des superviseurs qui sont professionnels de santé, qui ont été
établi la notation de ces comportements non professionnels. Et donc, ils l'ont fait avec leur prisme de professionnels de santé. Parce que dans nos études, on est dans une visée de professionnalisation des apprenants et de diplômer à la fin des professionnels de santé. Donc, eux ont ils ont ce prisme-là, mais on y reviendra, on vous laissera y revenir tout à l'heure aussi. Et voilà, justement, même tout de suite. Alors, ce qu'on vous propose, ça va être de voir, vous lever, et en fonction de, est-ce que vous trouvez que c'est un outil qui est pertinent, c'est-à-dire vous mettre du côté du tableau, et ceux qui pensent que c'est un outil non pertinent, du côté de la porte, et de pouvoir argumenter vos positions, mais aussi de changer de camp en fonction des arguments de tout un chacun. Donc, en fait, c'est le principe du débat mouvant. Je sais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà fait? Très bien. Bon, on va le réexpliquer du coup, puisque vous êtes. En fait, donc l'outil qu'on vous a présenté, donc cette sorte de grille où en fait il y a des comportements. Une liste de comportements non professionnels avec la fréquence à partir de laquelle il y a certains comportements où il faudrait, il y a une petite liste d'une quinzaine de comportements pour lesquels il faudrait, en fait ce qu'ils ont développé, voilà, ils ont une liste de 15 comportements pour lesquels s'ils surviennent, il faut intervenir et proposer une remédiation dès la première fois que ça survient, que c'est observé par le superviseur. Et une liste plus complète qui comporte en fait l'ensemble des comportements, donc des 70 comportements, qui nécessitent remédiation à partir de 2 ou 3 fois en fréquence de survenue sur 6 mois. Et donc eux, c'est un outil qu'ils veulent mettre à disposition des superviseurs pour que les superviseurs ils puissent observer ces comportements chez les étudiants et savoir quoi en faire. Bon, au moins savoir s'il faut intervenir ou pas. Et comme outil pour les études, enfin, voilà, et pour eux c'est un outil qui peut permettre de guider le développement de l'identité professionnelle. Là on vous demande de vous mettre dans la peau d'un superviseur à qui on propose cet outil-là, ou vous avez un collègue voilà, qui vous dit non mais regarde ça c'est super, il faut absolument qu'on l'implante. Donc ceux qui sont pour, qui seraient favorables par exemple à arriver avec un outil comme ça, cet outil-là chez leurs collègues en disant non mais on a découvert un truc à la pause pédagogique, c'est super, il nous faut le même, on va l'utiliser, ça va régler plein de problèmes. Et à l'inverse, d'autres face à cet outil-là disent ouais oui mais on n'est pas hyper convaincus non plus. Donc si vous pensez que c'est un outil que vous avez envie d'utiliser dans votre pratique, que vous trouvez bien, voire génial, pertinent déjà, on vous propose de vous mettre du côté tableau, et ceux qui seraient plutôt d'avis à dire non merci si on leur propose cet outil-là, ça m'intéresse pas, de vous placer plutôt de ce côté-là. Et l'idée c'est que vous puissiez débattre entre vous, en apportant des arguments pour ou contre la grille, telle que celle de l'article. Et si jamais vous trouvez qu'un argument du camp d'en face c'est hyper convaincant, vous êtes bienvenus à changer de côté et de voir au fur et à mesure. Donc voilà, on se laisse un peu moins d'une dizaine de minutes pour débattre. Et nous, on serait très très intéressés d'entendre justement ce que ça vous évoque en fait, cet outil, ce que ça vous inspire ou pas, justement. Allez-y. Oui, Jean Rodin. J'avais pensé à un troisième point. Il y a prendre l'outil, mais plutôt le modifier. C'est la on n'y a pas pensé, dommage. Pas d'accord, c'est de ce côté-là. Et plutôt d'accord, c'est là. On va aller plutôt d'accord. C'est pas d'accord, ça moi je trouve juste derrière Chloé. Je sais pas moi je connais des canicaires. C'est ce qu'il on va... Donc là c'est plutôt pour. Alors du coup, juste pour des raisons de faisabilité, je vais vous demander juste qu'il y ait une seule personne qui parle à la fois, s'il vous plaît. Et
voilà, c'est juste de parler un à la fois pour des raisons d'intelligibilité et que chacun puisse entendre les arguments des autres. Donc, juste première réflexion que Jean-Rodolphe et moi partageons. L'outil est intéressant, mais il nous semble nécessaire qu'il y ait une transposition, une traduction, quelque chose qui soit adaptable à notre culture, à nous, à nos codes. Donc c'est pour ça que nous avions suggéré de se mettre plutôt au centre, et ça a le mérite qu'on en discute. Mais oui, mais le vote blanc. On ne revendique une place au centre. Nous sommes des centristes en fait. Malheureusement, c'est la dure loi du débat mouvant. Alors du coup, je me déplace un peu comme ça parce que je suis plutôt favorable à l'outil. Voilà pourquoi je n'étais pas arrivé. Je voulais expliquer la démarche. Moi, je me suis placée contre avec vraiment une base très émotionnelle. Je m'imagine que ce soit en tant que tuteur finalement d'un étudiant en stage ou bien à l'école de kiné. Et en fait, moi, je trouve que les situations peuvent tellement en fait avoir de nuances que moi, je me sentirais hyper mal de devoir me fier à une grille qui va être beaucoup plus normée et qui risque d'être rigide. En fait, moi, j'ai peur de la rigidité de l'outil face à des situations qui ne seront a priori, qui pourront être vraiment nuancées. Et du coup, de me sentir... Alors, si on me l'impose quelque part, j'ai trop peur de me sentir pas en phase en fait avec l'outil, dû à cette rigidité-là. En complément de Marie, je trouve qu'il y a quantité de critères qui sont, dans leur jugement, extrêmement subjectifs et qu'on parlait de rigidité, de dire soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est acceptable, pas acceptable. Alors quand je reprends par exemple le critère numéro 3, plus son statut de médecin pour un gain personnel, est-ce qu'on va considérer qu'un laboratoire qui vient payer un repas, c'est un gain personnel de son statut de médecin? Et à ce moment-là, il y a un bon paquet de médecins qui, du coup, ne sont pas professionnels. Ou alors, est-ce que c'est carrément abuser du patient et de profiter de ça? Donc, pour moi, la grille, même adaptée, me paraît effectivement extrêmement difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a une notion au vu de nombre en plus de critères, qui sont 70 critères. Sur 70 critères, considérer ça c'est juste, ça c'est pas juste, c'est trop subjectif pour moi sur l'ensemble des critères. Moi, il me semblait intéressant, effectivement, il y a des adaptations à faire, etc., à adapter à notre culture, etc. Moi, je me suis mis du côté positif parce que pour moi, je le vois comme une première possibilité de débattre, ou en tout cas d'interagir entre collègues sur certains comportements qui peuvent nous interpeller, et où des fois, on n'ose pas tellement, et que du coup, voilà, pour moi, c'est un outil déjà de débat et d'échange qui peut permettre après peut-être un consensus et d'adaptation. Et poursuivre dans la même lignée, en fait, c'est ça, c'est de me dire, si cette grille un jour, on nous la mettait à disposition, ne serait-ce que déjà pour information en tant que pédagogue, ça peut être déjà très utile de découvrir déjà, tout en se disant, et je rejoins des propos précédents, il faudrait pouvoir aussi l'adapter à notre culture, nos pratiques, etc. Et tout en se disant aussi, c'est pas parce qu'on voit, on est informé, qu'obligatoirement on doit l'utiliser. C'est un guide. Pour moi, ça reste un guide et des discussions pédagogiques qui doivent se faire. C'est un support parmi d'autres. Voilà. Pardon. Intrinsèquement lié, la professionnalisation, intrinsèquement liée à l'approche par compétences. Dans quelle mesure un outil comme celui-ci ne permettrait pas justement à l'étudiant de comprendre ce qu'il en est, si on se reclasse dans les indicateurs, etc. Ça serait un guide en fait pour l'étudiant pour savoir si justement dans son parcours de professionnalisation il y aurait des choses sur lesquelles il n'a pas encore réfléchi, sur lesquelles il n'a pas encore pris de recul, etc. Il y avait deux interventions là, une là et une deuxième là. Alors, au-delà du fait qu'on voulait absolument modifier, donc allons-y dans cette optique-là pour remoduler un peu cette grille
Et je pense que c'est un outil qui serait intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il met un peu l'étudiant ou l'apprenant dans un processus d'évaluation. Il y a une évaluation quand même derrière. Et comme on sait que l'évaluation module l'apprenant, et c'est par l'évaluation qu'on formate l'apprenant, donc du coup, si on module cette grille, on va en quelque sorte déjà façonner un peu un squelette, la culture du personnel qu'on veut former. Et donc, même si derrière, il n'y a pas une valeur de sanction à travers l'évaluation, donc moins pendant la formation, ça va moduler la culture et donc l'identité professionnelle de l'étudiant. Moi, je trouve qu'on passe quand même beaucoup de temps en réunion d'équipe pédagogique sur des cas comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, d'une année à l'autre, on a des cas qui reviennent, une récurrence de situations similaires. Et je trouve que ce serait quand même bien d'avoir une position, si on peut le lier à une position très similaire, voir qu'est-ce qui a été fait, c'est un indicateur. Et la deuxième chose, on pourrait aussi alimenter, c'est-à-dire en se disant, on a eu un cas là qui ressemble à la situation 4, on inclut une ligne, on met notre citation, ce qu'on a fait. Ça nous permet d'avoir une traçabilité et de se dire d'une année à l'autre, voire d'un IFSI à un autre, ah bah oui, tiens, ça c'est bien souvent, qu'est-ce que vous faites? On fait ça. Par rapport à ce que justement vous dites, alors moi je suis en neutre, mais en neutre plutôt négatif. Je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit au départ. Je pense que c'est une grille qui est trop généraliste par rapport à des cas qui sont tellement spécifiques et qui vont faire appel à nos valeurs personnelles. Et quand on se dit que de toute façon elle a été faite par des professionnels sur ce qu'ils ont évalué de comportement des uns et des autres, donc ils ont fait aussi jouer leurs valeurs et qu'on a juste mis des occurrences et des sortes de moyennes, on dit en quoi, à une situation spécifique exacte, un groupe de superviseurs ne pourrait pas dire à un moment donné, moi ça me gêne, et je vais travailler là-dessus avec l'étudiant, que ce soit à la pause, que ce soit en stage, que ce soit à l'IFSI, etc. Maintenant, j'entends aussi bien l'argument que vous donniez, et ça pourrait être pas mal d'en faire plus un outil de suivi plutôt qu'un outil d'évaluation. Oui, c'était une réflexion justement par rapport à de quel outil on parle, parce que tu nous as demandé de nous placer pour ou contre l'outil. Mais en fait, ça, c'est pas un outil. Et plus j'entends les arguments d'un côté comme de l'autre, plus je me demande ce que je suis en train de juger. Parce que de votre côté, j'entends qu'il faut le moduler et en faire un guide. Or, moi, si on me demande de placer par rapport à un outil, c'est-à-dire que moi, je voyais ça, et on me demandait de mettre une case, une croix dans l'a-t-il fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour évaluer son comportement. Dans ces cas-là, un outil comme ça, j'en veux pas. Mais effectivement, s'il y a des exemples ou une liste pour faire un guide, dans ces cas-là, oui, et je pense que ça existe. Donc la question est vraiment dans ok, ils ont fait cette étude, ils ont identifié des choses, mais quel est l'outil qui est construit derrière et sur lequel il faudrait vraiment qu'on se place au final, parce qu'en fonction de ce qu'on en fait, tout peut être différent, quoi. Je me permets juste de répondre parce que oui, je te pose la question. Donc en fait, oui, effectivement, on vous demande de vous positionner sur cet outil-là, ce qui est soulevé par les auteurs. Donc eux, ils ont juste développé ça. C'est une sorte d'outil qui permettent de suivre quand est-ce qu'on s'inquiète ou quand est-ce qu'on peut laisser passer un peu de temps avant d'intervenir. Mais effectivement, et ça fait partie des limites qui soulèvent, il n'y a pas d'outil associé de remédiation proposé qui permettent de dire, une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'on en fait précisément? Cet outil-là n'est pas développé. C'est vraiment... c'est une sorte d'outil premier qui, pour eux, effectivement, ils soulèvent ce côté un peu incomplet, qui ressemble un peu à cocher des cases, mais qui n'est pas la finalité ultime de leur travail, en fait. Moi, ce que je vois comme point positif dans la grille, c'est qu'une fois qu'elle est utilisée par une équipe, qu'elle s'en est emparée et qu'elle y a mis son propre système de valeurs et que tout le monde a identifié un système de valeurs commun, l'individu qui encadre n'a plus besoin de référer au groupe, il peut aller directement sur la grille et lui aller voir l'étudiant et dire voilà, le positionnement de l'équipe c'est ça. Et c'est pas moi qui te le dis, c'est pas moi en tant que tuteur ou qu'être humain, c'est un consensus d'équipe et je m'appuie sur la grille pour te le dire. Je trouve que ça conforte la position de l'encadrant dans sa posture par rapport à l'étudiant. Et ça gomme l'aspect qu'on pourrait lui reprocher de « tu me juges en tant qu'être humain ». Non, c'est la grille qui est là.
Donc moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Chloé, c'est-à-dire que toute la partie des premières fois, deuxième fois, là-dessus, c'est pas trop ça. Ça, c'est un truc d'auteur. Par contre, tout le listing, moi, je le verrais effectivement non pas comme un outil d'évaluation des professionnels, je le dévierais un peu aussi pour les professionnels eux-mêmes. Parce que je pense que parfois, il serait quand même bien, de se dire, ah oui, effectivement, c'est ça. Est-ce que moi-même, j'ai toujours ce comportement professionnel? C'était comme ça que je voyais ce truc. C'est qu'à un moment donné, bien expliciter c'est quoi un professionnel, parce que par mes observations, je pense que parfois, certains professionnels de santé eux-mêmes, peut-être, ont oublié certains aspects de cette grille, et après on dit qu'on va être tuteur d'étudiants, et voilà, c'était ce que je veux. Sauf que là, en plus, tu as des critères qui sont très tranchés, c'est les premiers. C'est-à-dire que ceux qui sont au milieu, où c'est un peu pas trop professionnel et un peu professionnel, c'est impossible de faire de ce que le professionnel dit est-ce que moi je le fais ou pas, ou est-ce que c'est bien ou pas. Parce que là, c'est très tranché sur les premiers, effectivement. Les autres, c'était plus difficile. Tous les comportements sont formulés de façon négative. Il n'y a pas dedans. Tous les comportements négatifs. Toute la liste, c'est que des comportements. Juste pour. Ouais, mais ils ne sont pas tous appréciés de manière très négative. Là, les premiers sont à 19 sur 20 ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y en a au milieu qui doivent être 13, 14, où l'appréciation du comportement négatif n'est peut-être pas aussi tranchée. Il y avait Nina, monsieur qui était là, et après, sauf si vraiment il y a une intervention qui vous brûle les lèvres, qui pourrait convaincre un groupe de rejoindre entièrement l'autre, on va vous proposer de retourner à vos places pour la suite. Nina, Alors, simplement, je pense qu'on a parlé beaucoup de notre position en tant que tuteur, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir dans la position de l'étudiant qui arrive, qui n'a aucune connaissance de ce qu'est être professionnel. Et je pense que c'est un excellent outil, bien sûr à moduler, pour que cet étudiant vierge de toute connaissance par rapport à ce qu'on attend de lui dans les services entre autres, ait des éléments de référence. Et à partir de ces éléments de référence, puisse construire une réflexion et un échange. Je pense qu'effectivement cet outil est surtout le moyen d'avoir des échanges. Et de se questionner dans ce qu'on va faire ensuite. Parce que les étudiants nous posent la question qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que dans la réingénierie de notre formation, ce terme de professionnalisation intervient à tout bout de champ, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Les étudiants qui lisent ce terme, ça veut dire quoi? Et pour moi, ça c'est un outil excessivement intéressant. Ce n'est pas que ça, être professionnel, mais c'est aussi ça. Sur cette dernière personne, chacun reste campé. Mais sur cette dernière remarque, je vous propose de retourner à votre place. Une belle parité en tout cas. En tout cas, merci à vous parce que les échanges ont été vraiment très très riches. Vous avez soulevé énormément d'éléments d'un côté comme de l'autre très intéressants et qui justement, ce que Jean-Rodolphe et Yamina avaient souligné dès le début, cette envie de nuance un petit peu, comme pour tout outil, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, il y a des choses positives, des intérêts, des limites. Donc en fait vous en avez soulevé à peu près tous les aspects. Je pense que globalement vous avez soulevé tous les aspects de ce que les auteurs et nous avions un peu aussi repéré dedans. C'est-à-dire que ça permettait de créer une liste de manière un peu scientifique, alors exhaustive ou pas, ça c'est la question, permettre en tout cas d'un repérage et que c'était aussi un outil de discussion plus que d'évaluation. Et de voir quelle remédiation et à partir de quel moment il faut intervenir auprès d'un étudiant. Juste pour précision, qu'on ne crée pas. Sur de façon scientifique, ça c'est ce que les auteurs, eux, utilisent. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toute la subjectivité de la grille. Ce qui a été soulevé, c'est un outil qui repose sur une moyenne réalisée à partir de la somme d'un ensemble de subjectivités qui ont été, auxquelles on a demandé de s'exprimer. Donc on n'enlève pas la subjectivité, mais après, comme ce qu'on peut avoir des fois dans certains tests d'évaluation, on arrive un peu aux accords d'experts, ce qu'on peut avoir des fois, par exemple, je fais un parallèle avec les tests par concordance, ou les formations par concordance, où le but est de voir un peu où se situe le consensus d'experts avec toutes les nuances qu'il y a, puisqu'il n'y a pas d'absolu en fait. Donc ça
c'est quelque chose... Et sur proposer des remédiations, voilà, eux, non. Et dans les limites, c'est justement ce que vous disiez, ce que vient d'expliquer Rachel là, devant ces diapos, donc c'était la subjectivité. Et ce qu'on dit depuis le début, c'est que leur étude porte sur certaines disciplines, mais pas toutes les disciplines que l'on rencontre. C'est une étude qui est seulement nord-américaine sur certains hôpitaux. Sur un seul hôpital. Donc ça ne porte pas non plus valeur universelle. Et surtout, ils ne l'ont pas fait sur d'autres cultures. Donc voilà. Ici, voilà, et du coup on vous rejoint complètement, quid de l'adaptation à mettre en place sur une culture européenne. Et donc c'est pour ça que eux le proposent comme une piste en fait aux États-Unis. Pour vous expliciter un peu le contexte, l'agence d'accréditation des universités, des facultés de médecine va demander aux universités de rendre compte de comment elles évaluent le professionnalisme des étudiants. Et donc est né un besoin d'un outil un petit peu du mince, bon bah il faut qu'on rende compte de ce qu'on fait pour évaluer le professionnalisme des étudiants. Et donc eux proposent ce premier élément là comme à visée formative. Le but n'est pas de valider ou pas un étudiant sur la base de cette grille-là, c'est de l'adapter aux différents contextes, aux différentes organisations des institutions, et effectivement, ce qui était ressorti, de s'en servir comme une base pour ouvrir la discussion avec un étudiant quand ça pose problème. Ce qui a pu être soulevé, de sortir un peu de cette relation entre juste deux personnes dont l'une porte un jugement sur l'autre qui peut être perçu de façon très forte intrinsèquement, et de poser les bases sur une discussion un peu plus apaisée et reposant sur quelque chose qui serve à la fois d'appui pour le superviseur et aussi pour l'étudiant, effectivement, pour avoir des jalons de qu'est-ce qu'on peut attendre de moi en tant que professionnel de santé, alors que je ne suis pas encore professionnel de santé, mais en devenir en fait. Ça devançait la conclusion. Hein. Pardon, non mais qui portait dessus, c'est-à-dire vraiment cette notion de professionnel en devenir ou de professionnel tout court. Excuse-moi. Mais il n'y a pas de souci, ça devançait. Je suis tellement pressée. Et du coup, juste une dernière chose, donc vraiment, du coup j'ai pas eu de fil. Bon, ben c'est pas grave. Hop. Donc voilà, mais... j'ai peur d'un copyright à Xavier, non, et plus sérieusement, quelles seraient vos questions sans limite aucune? On a quelques minutes, 3-4 minutes pour répondre à des questions, donc... ou pas, si c'était... C'est déjà assez compliqué. Merci. Très bien, bah merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'être venus, d'avoir participé avec autant d'entrain à cette pause pédagogique. Bon courage pour la synthèse.